Then this ebony bird beguiling my sad fancy into smiling, by the grave and stern decorum of the countenance it wore. Though thy crest be shorn and shaven, thou, I said, art sure no craven, ghastly, grim, and ancient raven wandering from the nightly shore. Tell me what the lordly name is on the night's Plutonian shore. Quoth the raven, nevermore. France Culture. Sans oser le demander, Géraldine Mosna-Savoie. Un corbeau, de la perversité, des enterrés vivants, la peste, du bizarre et de l'humour noir. Pour se faire peur, pourquoi on ne trouve jamais mieux que la prose d'Edgar Allan Poe? T'as intérêt à ce que ça me foute la trouille, hein? Les ténèbres et rien de plus. C'est tout? Les ténèbres et rien de plus? Attends! Bah, il s'est pas foulé. Rentrant dans la chambre, toute l'âme en feu, j'entendis bientôt un heurt, en quelque sorte plus fort qu'auparavant. Oh, sûrement. Dis-je. Sûrement c'est quelque chose à la persienne de ma fenêtre. Voyons donc ce qu'il y a et explorons ce mystère. Au large, je poussai le volet, quand avec mains enjouement et agitation d'ailes, entra un majestueux corbeau des 5 jours de jadis. Il ne fit pas la moindre révérence, il ne s'arrêta ni hésita un instant, mais avec une mine de l'or ou de lady, se percha au-dessus de la porte, se percha sur un buste de Pallas, juste au-dessus de la porte de ma chambre, se percha, siégea et rien de plus. Quoique ta crête soit chenue et rase, non, Dis-je. tu n'es pas pour sûr un poltron spectral, lugubre et ancien corbeau errant loin du rivage de la nuit. Dis-moi quel est ton nom seigneurial au rivage plutonien de la nuit? Le corbeau dit... Va te faire shampouiner. Bart, ça suffit! Il a dit jamais plus, et c'est toujours ce qu'il dira. Ok. Bonjour Marc Poré. Bonjour Géraldine. Vous êtes angliciste, professeur émérite de l'ENS. Est-ce que Edgar Allan Poe est pour vous l'auteur qui vous fait le plus peur? Ou alors est-ce que ça vous fait un peu doucement rigoler comme cette reprise par les Simpsons du poème Le Corbeau? J'aurais envie de dire par une pirouette, les deux mon capitaine, c'est-à-dire que oui, objectivement, il fait peur et il fait tout pour ça, il s'emploie à faire peur et puis en même temps, on a envie de rire en coin, sous cape, parce que tout chez lui confine souvent à la parodie, au pastiche. Et donc du coup, tout ce qui contribue à déminer le caractère même auguste de l'humour noir, c'est bon à prendre pour Poe et pour ses lecteurs. Comment vous pourriez caractériser la prose d'Edgar Allan Poe? Est-ce que c'est du fantastique? Est-ce que c'est de la littérature de l'étrange? Est-ce que c'est de la science-fiction, du gothique, du policier? C'est quoi Edgar Allan Poe? C'est beaucoup d'œuvres, beaucoup de nouvelles notamment. Est-ce qu'on peut le caractériser et le ranger dans un registre particulier? Mais écoutez, à cette question, j'aurais envie de répondre de la manière suivante. Poe, c'est d'abord un auteur multigenre. C'est-à-dire que avec lui, les genres arrive, je veux dire, sur le devant de la scène. Il est quelqu'un qui invente, dit-on, le roman policier. Je crois que ça n'est pas contestable. Il est quelqu'un qui a beaucoup contribué à l'émergence du courant de la science-fiction. Il est quelqu'un qui a beaucoup contribué aussi à l'entrée en force sur le marché, j'ose dire, de la critique littéraire. C'est l'un des tout premiers critiques. C'est quelqu'un qui pratique, certes, la recension journalistique dans des revues, dans des journaux, mais aussi qui pense la poésie. C'est un poéticien. Je veux dire, c'est quelqu'un qui écrit la genèse d'un poème, à savoir le sien, celui qu'on a entendu à l'ouverture de l'émission, The Raven. C'est quelqu'un qui réfléchit à la manière des structuralistes des années 60 et 70. Roman Jakobson doit beaucoup à Poe. Et c'est quelqu'un aussi qui s'est lancé dans le roman, l'a pratiqué une fois au moins, en allant jusqu'au bout avec les aventures d'Arthur Gordon Pym, mais c'est quelqu'un surtout qui a effectivement excellé dans un genre bref,
dans un genre court, une forme brève, qu'on appellera, alors nous on a tendance à dire nouvelle, mais lui ne disait pas short story, il disait tale, c'est-à-dire un récit, un conte, un récit. Et c'est Baudelaire qui a traduit par conte, mais il a bien fait, ou par histoire extraordinaire aussi. Mais à la question de savoir s'il est fantastique, on pourrait dire non, je veux dire pas tout à fait à la manière d'un Todorov posant son diagnostic sur l'identité du genre fantastique. C'est quelqu'un qui plonge à l'intérieur d'un univers normal un personnage qui est inquiétant. Ça n'est pas l'univers qui est inquiétant, mais c'est le personnage qui a une fêlure, qui a une faille, qui a une légère hallucination, ou alors qui a une grosse névrose, et qui commence à s'interroger sur le sens de son identité propre, parce que toutes les histoires de Poe tourne autour du pot, P-O-T, et ce pot, c'est le moi, c'est l'identité du moi, c'est le jeu de la première personne. Est-ce que c'est ça, justement, qui fait peur chez Edgar Allan Poe et qui a contribué à sa notoriété mondiale comme un auteur, justement, qui fait peur, qu'on va lire pour se faire peur? C'est parce que, justement, il va essayer de toucher quelque chose qui fait peur, non pas à l'extérieur de nous, c'est pas un monstre, c'est pas une montagne, une tempête, c'est pas ça, c'est vraiment ce qu'il y a en nous, et ça, c'est terriblement inquiétant et angoissant. Oui, absolument. C'est le monstre tapi en nous, pourrait-on dire. Hein. Mais effectivement, il n'y a pas la production de monstres à la Frankenstein, enfin, je veux dire. Hein. Le seul monstre, c'est le moi, c'est cette, ce personnage en soi qui assiste progressivement à sa désintégration. Nombre de nouvelles de Poe sont des nouvelles qui suivent de près, qui enregistrent de très près la désintégration psychique. Hein, le fait de sombrer dans la folie, plus ou moins doucement, plus ou moins fortement. Hein, c'est quelqu'un qui s'interroge sur la schise, sur tout ce qui dissocie la sensibilité. Toujours les personnages de Poe sont écartelés entre une sensibilité très vive, exacerbée, excessive, hein, et puis une rationalité ratiocinante, hein, une raison résonante, et cet attelage est un attelage qui est voué à l'échec. Enfin, je veux dire, on ne peut pas. C'est un combat qui va mal finir. On sait d'avance que le combat va mal finir. Que c'est fichu pour le lecteur et pour le héros. Voilà, c'est ça la fascination du récit à la Poe. C'est-à-dire que les dés sont pipés d'entrée de jeu. On sait que ça ne peut que se fracasser dans le néant. Mais alors pourquoi ça plaît de lire ça? Moi, c'est une question que je me suis posée en lisant Edgar Allan Poe. C'est plutôt des textes qu'on va étudier au lycée ou peut-être au collège, je ne sais plus. En tout cas, plutôt au lycée, peut-être à la fac. Pas beaucoup. Après, on va pas forcément prendre un Edgar Allan Poe comme ça. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on va peut-être prendre ce livre en se disant ah, c'est super, je vais regarder quelqu'un qui se dissout sous mes yeux et ça pourrait m'arriver et c'est génial. Bien sûr, ça pourrait m'arriver. Je veux dire, il n'y a rien de plus fascinant que la première personne. Mais on n'a pas envie de le savoir. Presque toutes ces nouvelles sont à la première personne, ce qui fait que l'identification est facile, même si les décors sont parfois très loin de nous. Enfin, je veux dire, ils sont pas exotiques, mais ils se déroulent dans des pays lointains ou à des époques révolues. Il n'empêche que on y revient. Hein, on entre tout de suite dans presque le confort inconfortable d'une intimité avec quelqu'un dont on sait que son chemin est tracé d'avance. Alors, vous dire pourquoi je pourrais répondre avec Poe que c'est le démon de la perversité. Alors, je sais qu'on avait peut-être prévu d'en parler plus tard. On va en parler. Non, mais on peut en parler dès maintenant. On peut en parler tout de suite parce que vraiment votre question nous y amène. Le démon de la perversité, il faut se méfier de la traduction par Baudelaire de perverse. Hein, en anglais, c'était the imp of the perverse, c'est-à-dire littéralement, le lutin. Hein, le petit gnome, le petit lutin, l'incube ou bien le succube, enfin une sorte d'esprit malicieux du pervers, hein, mais pas au sens freudien, c'est pas la perversité freudienne, c'est pas une sorte de déviation ou de gauchissement de la psyché qui fait que on aime à faire le mal pour le mal. Non, ce qui fascine Poe, c'est cette faculté que nous avons,
qui est de l'ordre de la pulsion, mais qui n'a rien à voir avec le trip freudien. Encore une fois, il faut distinguer les deux. Hein. Oui, parce qu'il faut quand même rappeler que Poe, c'est le 19e siècle, c'est 1800, il est né en 1809 et il est mort en 1849. Donc voilà. C'est ça, c'est la première moitié du 19e siècle. Il est proto-freudien au mieux. Enfin, je veux dire au mieux, hein, mais il n'est pas Freud. Mais je veux dire, ça y est, j'ai perdu le fil, mais peu importe. Que le démon de la perversité, ça n'est pas freudien, c'est autre freudien, chose. Ça c'est un petit gnome. Le fil. Hein. Oui, cette faculté qui nous pousse à aller à l'encontre de notre intérêt, de faire quelque chose qui va nous amener dans le gouffre. Hein, dans le gouffre. Alors, dans la nouvelle qui porte ce titre-là, Le démon du pervers, on apprend progressivement, parce que rien n'est livré clé en main, par de petits détails, on apprend que le narrateur, qui se confie à nous, avec une sorte de proximité, là encore très forte, et très, comment dirais-je, captatio benevolentiae, enfin, il y a une manière de nous attirer dans ses raies, de nous attirer dans ses filets. Il n'y a rien de plus truqueur, il n'y a rien de plus persuasif, hein, séduisant, mais la séduction noire, hein, que Poe. Et donc, on est d'emblée dans la confession de quelqu'un qui est prisonnier dans une cellule qui attend vraisemblablement d'être pendu le lendemain à l'aube et qui va nous confier les raisons pour lesquelles il se trouve là. Il se trouve là parce qu'il a assassiné froidement, on peut le dire, hein, et de manière très calculée, de manière très concertée. Ça n'est pas un meurtre impulsif, c'est un meurtre sur la longue durée qui s'est préparé. Il a vraiment été prémédité et voilà. Il le dit très clairement. Il a préparé son meurtre à la bougie empoisonnée parce qu'il a lu dans un journal. Il faut jamais perdre de vue que Poe est un journaliste à la base et que donc du coup tout ce qui touche aux faits divers, tous les incidents, les accidents qu'il va lire dans la presse, il en fait son miel. Et donc, il a empoisonné à la bougie empoisonnée quelqu'un dont on ne connaît pas l'identité pour un motif qui n'est jamais livré. En tout cas, il avait envie de se débarrasser de cette personne. Voilà, il avait envie de se débarrasser. Et il a trouvé le moyen parfait, qui est donc une bougie parfumée. Ouais. Empoisonnée. Qui voilà. Donc tu as tué c'est une mort douce, hein, c'est une mort douce parce que. Oui, voilà, il a installé. Il y a l'illusion du parfum qui serait agréable et en fait qui contient la mort vénéneuse. Et bon, on croit l'histoire terminée, mais non, pas du tout. Quelque chose comme sans doute le remords, dirait-on, mais ça n'est même pas envisagé comme tel. Bref, quelque chose agit sur la conscience de l'assassin et qui fait que des semaines plus tard, alors que rien ne l'inquiète, qu'aucune dénonciation policière n'a eu lieu, il est donc vierge de tout soupçon, il n'y a aucune espèce de raison pour lesquelles il se livrerait à la police. Toujours est-il que un jour, un beau jour, il se réveille et se met à parler tout seul. De confessions, de crimes, de meurtres. Alors les gens commencent à le regarder, et puis ça va beaucoup plus loin, il se met à courir comme un fou, comme un dératé, c'est vraiment le mot, et puis la foule, la populace commence à trouver son comportement très, très bizarre, hein, l'ange du bizarre, très étrange, et sans rien demander à personne, alors que rien ne l'y force, rien ne l'y contraint, j'insiste, hein, eh bien il va tout à tac se livrer à la police, avouer son forfait, sans doute parce que ça lui pesait, mais c'est moins. Mais c'est pas présenté comme ça. C'est pas la morale qui prend le dessus. C'est pas une instance morale supérieure. On a envie de dire que la morale peut lui chaud. Enfin, je veux dire, la morale lui est indifférente. Il est par-delà le bien et le mal. Non, ce qui l'intéresse là, c'est la raison d'être de cette pulsion intérieure qui fait qu'on va aller se livrer. Et qui fait, comme le dit Edgar Allan Poe, qui fait que nous agissons par la raison que nous ne le devrions pas. Que nous ne le devrions pas. C'est-à-dire, c'est contre nature. Je vais dire, hein, c'est vraiment contre nature. Et ça, Henri Justin propose de traduire Peuveuse par la suicidarité.
Ah, c'est pas mal. C'est pas mal parce que Henri Justin, au passage, je fais un petit signe à ce grand spécialiste de Poe. Suicidarité, ça a quelque chose d'un peu savant dans la formulation, et puis ça dit bien cette espèce d'amor fati, cet amour du destin lorsqu'il nous est contraire, et on y court. Je veux dire, on s'y identifie, et c'est absolument foudroyant. Et alors donc, pour boucler la boucle, la raison pour laquelle nous lisons Poe, c'est que nous aimons quelque part aller au-devant d'un destin dont nous savons l'issue. Eh bien, on va écouter un petit extrait, un très court extrait de ce démon de la perversité. Il n'est pas dans la nature de passion plus diaboliquement impatiente que celle d'un homme qui, frissonnant sur l'arête d'un précipice, rêve de s'y jeter. Se permettre, essayer de penser un instant seulement, c'est être inévitablement perdu. Car la réflexion nous commande de nous en abstenir. Et c'est à cause de cela même, dis-je, que nous ne le pouvons pas. S'il n'y a pas là un bras ami pour nous arrêter, ou si nous sommes incapables d'un soudain effort pour nous rejeter loin de l'abîme, nous nous élançons. Nous sommes anéantis. Alors voici un très court extrait du Démon de la perversité, cette nouvelle d'Edgar Allan Poe dont on vient de parler, Marc Poré, qui date de 1845 et qui nous montre bien que le mal n'est pas situé à l'extérieur de l'homme, mais en l'homme lui-même, et qui nous met face quand même à cette question de l'inconnu, de cette puissance qu'il y a en nous. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une force en nous, une force surpuissante à laquelle nous répondons, mais que nous ne savons pas identifier et qui nous conduit à faire ce que nous ne devrions pas faire, comme le dit Poe. Oui, Poe, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jacques Cabot. Poe est un spéléologue de l'âme, c'est-à-dire qu'il aime à descendre toujours plus bas, dans les profondeurs, dans les gouffres, dans les abîmes de la psyché humaine. Henri Justin dit, c'est un écrivain, Poe, c'est un écrivain psychédélique. Alors il ne veut pas dire par là que Poe a pris du LSD, a écouté Jimi Hendrix et le rock psychédélique et s'est nourri de Aldous Huxley. Non, il veut dire que c'est une œuvre qui représente la psyché, qui met le psychisme en représentation. C'est littéral. C'est littéral. Et donc, aller toujours plus loin en soi, c'est mu par une volonté de savoir. Je veux dire que Poe, c'est la volonté de savoir. Pas le gai savoir, mais la volonté de savoir. C'est-à-dire, tout est bon qui va alimenter cette faim et cette soif de savoir que nous avons tous. C'est-à-dire, il y a quelque chose de cognitif. C'est un miroir qu'il nous tend. Toujours pour répondre à votre question de tout à l'heure, lorsque nous lisons Poe, nous avons l'impression que c'est un miroir, non pas sur le chemin, mais sur la psyché humaine dans laquelle nous nous reflétons, y compris nous-mêmes. Mais il y a un présupposé très fort anthropologique dans cette vision d'Edgar Allan Poe, c'est qu'il est persuadé, au-delà de ce que j'ai déjà dit, à savoir que le mal est en nous, que l'homme est profondément mauvais. C'est-à-dire qu'il est profondément attiré par le mal, pour faire le mal, susceptible d'être contaminé par le mal. Pourquoi en fait cet attachement au mal, alors même que quand on lit Poe, il n'y a pas de dimension morale, justement, non. Pas moralisatrice ni moraliste d'ailleurs. Non, il évacue la morale, oui, c'est vrai. Mais je suis moins persuadé que vous qu'il serait fasciné par les puissances du mal. Je pense que ça, c'est peut-être un écho qui a en partie sa légitimité, un écho à ce qu'en dit, par exemple, Baudelaire. Baudelaire, il voit un frère d'armes, il voit quelqu'un qui, comme lui, connaît cette double postulation vers le ciel et vers l'enfer. Je ne pense pas que ce soit tout à fait le cas chez Poe. Non, vraiment, ce qui fascine Poe, c'est l'inconnu, comme vous le disiez, mais voilà, dont on ne sait rien, et cet inconnu dont on ne sait rien, c'est la mort. Et toutes les nouvelles de Poe tournent autour de la mort, tournent autour de ce qui est à la fin, tournent autour de ce mystère absolu, qui est notre condition, à savoir d'être mortel, et donc la mort est son mystère. Et tout est bon pour essayer de lever un coin du voile, je dis bien un coin du voile sur ce mystère. Et j'emprunterai volontiers encore un titre à un poète français, Henri Michaud, qui parlait de connaissance par les gouffres, pour essayer d'expliquer pourquoi Michaud avait pris de la drogue à un moment donné de son existence, non pas à la manière
manière, encore une fois, de Baudelaire et des paradis artificiels, parce que pour Henri Michaud, il n'y a pas de paradis. Nous ne sommes pas un siècle à paradis, disait Michaud, et je pense que Poe pourrait souscrire. Le 19e siècle américain, c'est pas un siècle à paradis. Mais ce qui attire et fascine Michaud comme Poe, c'est la connaissance par tout ce qui fait gouffre en nous, par tout ce qui fait le trou en nous. Et ça, on voit ça à la fin de Arthur Gordon Pym, c'est-à-dire le bateau. Donc ça, c'est le roman d'Edgar Allan Poe. C'est le seul roman qu'il ait effectivement publié et achevé de bout en bout. Il a fait une autre tentative romanesque qui n'a pas vu le jour. Mais à la fin du roman, le narrateur, encore une fois, est pris sur un bateau qui est lui-même happé par une sorte de maelstrom, de tourbillon gigantesque. Et la fin du roman, qui coïncide encore une fois avec l'engloutissement final, c'est le moment où une forme va surgir, va tendre le bras, va appeler le narrateur, et le narrateur à sa suite va s'engouffrer sans hésiter. Parce que c'est ça qui fait quand même la force de ces nouvelles. Sans oser le demander, je crois que c'est le titre de votre émission. C'est ça. Mais Poe, lui, il n'a pas peur. C'est-à-dire qu'il ose demander. Il ose demander. Il ose demander, quitte à y trouver la mort. Quitte à y perdre la vie, mais peu importe. Et donc la fin est absolument vertigineuse. Je crois que tous les narrateurs, peu ou prou de Poe, sont pris dans ce que Henri Justin appelle le chant, c'est H-A-M-P, mais on peut aussi entendre le chant, c'est H-A-N-T, le chant du vertige. Donc c'est une force attractionnelle, je ne sais pas si ça existe, c'est une force d'attraction qui fait qu'on tourne avant d'être englouti dans le trou final, et là peut-être qu'on saura, sauf qu'on n'en revient pas. Alors c'est exactement ce qui arrive aussi au héros de L'Ange du Bizarre. Donc vous vouliez parler aussi de cette nouvelle, Marc Poré. Cette nouvelle, elle date de 1844. Je vous propose d'en écouter tout de suite un extrait pour que vous nous en parliez. Il faut que vous soyez où comme une porte pour ne pas me voir quand je suis assis ici, à côté de vous. À ce coup, je m'avisai de regarder directement devant mon nez, et là, effectivement, m'affrontant presque, était installé près de la table un personnage, non encore décrit, quoique non absolument indescriptible. Son corps était une pipe de vin, ou une pièce de rhum, ou quelque chose analogue, et avait une apparence véritablement falstaffienne. À son extrémité inférieure étaient ajustés 2 caques qui semblaient remplir l'office de jambes. Au lieu de bras, pendillaient de la partie supérieure de la carcasse 2 bouteilles passablement longues, dont les goulots figuraient les mains. En fait de tête, tout ce que le monstre possédait était une de ces cantines de Hesse, qui ressemblent à de vastes tabatières avec un trou dans le milieu du couvercle. Cette cantine, surmontée d'un entonnoir à son sommet comme d'un chapeau de cavalier rabattu sur les yeux, était posée de champ sur le tonneau, le trou étant tourné de mon côté. Et par ce trou, qui semblait grimaçant et ridé comme la bouche d'une vieille fille très cérémonieuse, la créature émettait de certains bruits sourds et grondants, qu'elle donnait évidemment pour un langage intelligible.
Cet ange du bizarre, on l'a entendu, Marc Poré, c'est vraiment une sorte de bête, de monstre de bric et de broc. Mais ça n'est pas non plus un monstre à l'extérieur du héros. On a l'impression plutôt que c'est quelque chose qui se passe dans sa tête. Voilà, l'ange du bizarre survient dans sa vie, surgit dans sa vie. Voilà, il est fait de bouteilles, d'une cantine. On dit à un moment. En fait, on a vraiment du mal à se représenter cet ange du bizarre. Il est bizarre, voilà. Il est bizarre, absolument bizarre. Pour aider à la représentation de cette figure très composite, effectivement, moi, j'ai une piste par la peinture, par l'iconographie picturale. D'un côté, on pourrait dire, ça fait penser à certains personnages, le mot est sans doute excessif, de Jérôme Bosch, c'est-à-dire une sorte de fantasmagorie complète, dont Poe cherche à donner une expression verbale. Une autre piste serait plus parlante, selon moi, serait le peintre, vous savez, Arcimboldo, qui s'amusait, c'est le mot, à représenter des personnages, parfois même des puissants, des rois ou des princes de l'époque, à partir de toutes sortes de légumes ou de fruits accumulés, juxtaposés dans le plus grand désordre, mais à la fin des fins, produisant quelque chose d'assez anthropomorphique. C'est-à-dire identifiable en tout cas. Identifiable en tout cas, une figure, composite, j'y reviens. Eh bien, là, nous avons cette espèce de pièces rapportées, fait de bric et de broc. Alors on note au passage, on peut pas éviter de mentionner ce détail, ce mythème biographique, comme dit l'autre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bouteilles qui tournent autour du personnage. Lui-même est fabriqué dans le bois dont on fait les barriques, les tonneaux, les pièces de vin. Sans doute parce que Poe était porté, disons-le franchement, sur l'alcool, sur la bouteille, sur la dive bouteille, et que nombre de ces personnages sont des alcooliques notoires. On va en reparler après d'ailleurs dans Le Roi Peste. Dans Le Roi Peste. Donc voilà, donc nous avons cette figure qui vient importuner un narrateur tranquillement installé alors qu'il vient de prendre un bon repas, bien arrosé comme il se doit. Ben voilà, on peut se demander justement si c'est pas une hallucination due à l'alcool. Due à l'alcool, oui, une sorte de vision comme ça, éthylique. Certains voient des rats, lui voit l'ange du bizarre. Alors cet ange du bizarre va apparaître pour la raison suivante. Alors qu'il était installé dans une sorte de somnolence et qu'il avait bien lu attentivement un ensemble très impressionnant de livres. Il y a beaucoup d'érudition chez Poe et il ne cesse de mentionner des auteurs, des sources, des références dont certaines sont imaginaires, totalement inventées, mais dont la plupart sont authentiques. C'est quelqu'un qui a beaucoup lu, comme on lisait beaucoup au XIXe siècle. Et donc, un peu fatigué de lire de la littérature, disons, un peu dense, un peu substantielle, Poe avait attrapé un journal qui se trouvait sur sa table et il venait de parcourir un fait divers qui l'avait profondément irrité. Ce fait divers est le suivant. En Angleterre, à Londres, ne jamais oublier que la mère de Poe est anglaise au départ, n'est-ce pas? Même si elle n'a pas vécu longtemps, qu'il a été orphelin de père et de mère très tôt, à l'âge de 2 ans pour ce qui concerne sa mère. Ne jamais oublier donc qu'il y a tout un pan, il y a tout un côté de sa biographie, de son lignage qui est anglais. Et donc, à Londres, un quidam quelconque avait voulu jouer au jeu, vous savez, des sarbacanes, c'est-à-dire on prend un tube et on souffle dedans. Et on souffle dedans, et à l'extrémité du tube, il y a une fléchette, et hop, la fléchette touche la cible. Eh bien là, curieusement, pour une raison peut-être en lien avec le démon de la perversité, au lieu de souffler, il a aspiré. Et donc la flèche s'est fichée dans son poumon. Les poumons, vous dis-je. Croyez cela, c'est tout à fait improbable et forcément il en est mort. Et
furieux, Poe rejette le journal et dit « Ah, c'est bien ça, c'est journaliste, c'est totalement improbable, Il raconte n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, c'est invraisemblable. Il y en a assez de ce journalisme qui cherche à cultiver le sensationnel pour le sensationnel. » Alors que lui, il se voyait comme un journaliste justement haut de gamme. Oui, haut de gamme, d'investigation scientifique et intellectuelle. Là, c'est vraiment la déchéance absolue du journalisme. Et donc, il part dans une diatribe contre la manipulation, contre le contraire de la vérité. Et voilà, c'est à ce moment précis que l'ange du bizarre intervient pour dire, en gros, je simplifie parce que la nouvelle est à la fois hilarante et en même temps un petit peu complexe parce que l'ange du bizarre s'exprime dans une langue qui ressemble à de l'allemand, qui pourrait être du néerlandais, Dutch, qui n'est ni l'un ni l'autre et dont Baudelaire a fait une transcription à base d'allemand en indiquant bien qu'il fallait lire, prononcer, articuler cette langue de manière très germanique, comme ça. Mais en fait, on ne comprend rien. Oui, c'est assez insupportable à lire. C'est insupportable parce que c'est illisible. Mais au travers des lignes, quand on prête un peu l'attention, on comprend très vite que l'ange du bizarre se fait l'avocat de ce qu'un André Breton, plus tard, appellerait peut-être le hasard. Il n'y a pas de hasard. S'il y a du hasard, il y a chance, comme on dit en anglais, c'est-à-dire effectivement des coïncidences totalement saugrenues, incongrues, mais qui, de fait, sont là, patentes. Parce qu'il faut expliquer, Marc Poré, que dans la nouvelle, donc, ce héros qui ne croit pas à cet ange du bizarre, qui dit que c'est n'importe quoi, à partir de ce moment-là, voit arriver l'ange du bizarre. On a entendu cet extrait, on a vu la description, c'est difficile de se le figurer. Vous l'avez dit aussi sur sa langue, c'est difficile de la lire, c'est même pénible. Et juste après ça, après cette rencontre où il dit « mais tu n'existes pas », et en fait, il renvoie en fait l'ange du bizarre. À ses chères études. Oui. Voilà, exactement. Il arrive au héros tout un ensemble de déconvenus. Alors, sa maison prend feu, il essaye d'épouser une veuve, ses bijoux se prennent dans sa perruque, donc il est chauve, elle est dégoûtée, il se retrouve seul. Après, ça devient de plus en plus improbable, et jusqu'à ce qu'il retrouve l'ange du bizarre qui lui dit « Alors maintenant, est-ce que tu me crois ? Est-ce que tu crois que j'existe ?» Alors on se demande si Edgar Allan Poe finalement n'en revient pas bizarrement justement à défendre cet ange du bizarre, mais aussi à défendre les incongruités de la vie et même cette flèche qu'on se lance à soi-même. Qu'on se lance à soi-même, oui. Encore une fois, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. On est à soi-même son propre bourreau, comme disait l'autre, encore une fois, Baudelaire, pour le coup. C'est-à-dire être à la fois la victime et le bourreau. Il y a cette confusion ou ce recouvrement des deux des deux figures qui est constant. Mais effectivement, vous avez très bien raconté une nouvelle qui par ailleurs est très irracontable, mais à la fin des fins, effectivement, l'ange du bizarre s'est vengé. S'est vengé de celui qui l'avait décrédibilisé, qui l'avait démonétisé, qui l'avait renvoyé. Et à la fin, il y a une vengeance de cet esprit. Alors, pour André Breton, qui forcément fait ses choux blancs de ce genre de matériaux, qui le cite, qui le lit avidement et qui en parle dans Manifeste de surréalisme, dans son anthologie aussi de l'humour noir. Vraiment, Poe figure en très bonne place dans cette anthologie de l'humour noir. Et une nouvelle comme L'Ange du Bizarre, a fortiori, je veux dire, parce que effectivement, il y voit, c'est là peut-être qu'il se trompe, mais il y voit un cas clinique d'écriture automatique. Comme si ces visions qui sont totalement gratuites, juxtaposées, sans queue ni tête, il y a en anglais on appelle ça non sequitur, c'est-à-dire l'incongruité, le coq à l'âne. On passe du mariage à une montgolfière qui se trouve passer par là. Il y a une corde qui pend de la montgolfière. Le narrateur se saisit de la... Mais il s'est cassé
un bras, donc il n'arrive pas à rattraper l'ange du bizarre. C'est invraisemblable parce que l'ange lui fait jurer de croire à tout jamais cette fois-ci à l'ange du bizarre et le narrateur, avec une sorte de mauvaise foi évidente, lui dit « Ah, je ne peux pas jurer puisque j'ai le bras droit cassé. » Enfin bref, c'est n'importe quoi. Mais est-ce que c'est une manière pour Edgar Allan Poe de dire au lecteur « Tu vas m'écouter et tu vas croire à mon programme esthétique, à la thèse qui anime toutes mes œuvres, tu dois croire au bizarre ». Tu dois croire au bizarre, oui, sinon tu ne croiras à rien du tout. Enfin, je veux dire, ce credo-là, cette foi, cette croyance dans le bizarre, encore une fois, qui n'est pas l'écriture automatique, parce que on s'aperçoit mais c'est quoi le bizarre alors ? Non, mais l'écriture automatique, cette nouvelle ne peut pas avoir été écrite à la façon dont André Breton l'envisageait, parce qu'il y a trop de choses qui sont des échos à l'actualité la plus contemporaine d'Edgar Allan Poe. C'est quelque chose qu'il puise dans son environnement immédiat. Donc c'est prodigieusement construit pour aboutir nulle part, ou pour aboutir quelque part à cette vengeance, à ce coup de pied de l'âne de la fin. Mais le bizarre, c'est quoi ? Le bizarre, c'est ce qui nous déroute, c'est ce qui nous met en déroute. C'est ce qui sollicite l'intellect, qui sollicite puissamment les facultés intellectuelles. Je crois qu'il n'y a pas plus, scientifique que Poe, dans cette façon qu'il a de faire confiance à l'intellect. En cela, il est romantique sans plus trop l'être. Il est le descendant direct des poètes romantiques anglais, à savoir John Keats, à savoir Byron, pour lequel il avait une sorte d'admiration sans borne. Mais en même temps, il se détache de cette prime à l'affect, à l'émoi, à la sensation, à l'affectivité, à l'amour, d'une certaine façon, pour envisager quelque chose d'autre qui est la confiance placée dans l'intellect, y compris lorsque l'intellect se fracasse à tenter de percer le mystère de ce qui le dépasse, de ce qui non pas le transcende, mais ce qui le déroute, encore une fois. C'est la mise en déroute organisée de l'intellect par un intellectuel. C'est exactement ce qui va arriver au héros d'une autre nouvelle, c'est la chute de la maison Usher, et c'est ce qui arrive donc à ce narrateur qui se dirige vers cette maison en déroute. Pendant toute une journée morne, sombre et muette d'automne, alors que les nuages oppressants étaient bien bas dans les cieux, j'avais traversé seul, à cheval, une contrée singulièrement sinistre, et j'avais fini par me retrouver, alors que les ombres du soir gagnaient du terrain, en vue de la mélancolique maison Usher. J'ignore comment cela fut possible, mais au premier regard que je jetais sur le bâtiment, une tristesse insupportable envahit mon esprit. France Culture, sans oser le demander. Géraldine Mosna-Savoie. Ce qui est très frappant dans l'œuvre de Poe, ce sont les personnages féminins. Ces personnages toujours à la fois éthérés et macabres, qui hantent son œuvre, tels que Morella, Ligeia, Lady Madeline dans La chute de la maison Usher, ou bien Bérénice. Dans ses contes, le poète héros est d'abord présenté comme l'époux, le frère ou le cousin, le fiancé d'une femme extraordinaire, dans un lieu lointain, hors l'espace et le temps. Et alors l'héroïne se met tout d'un coup à dépérir d'un mal singulier, qui ressemble d'ailleurs fort à la tuberculose, à la phtisie.
Cela me donne l'idée de rechercher s'il n'y avait pas eu dans l'enfance de Poe une femme semblable. Car je ne le savais pas alors, je ne connaissais pas du tout la biographie de Poe. Et je découvris en effet que c'était sa propre mère. Sa propre mère qu'il perdit quand il avait 3 ans à peine. Ça semble extraordinaire évidemment aux profanes qu'une mère perdue à 3 ans puisse laisser de tels souvenirs dans l'inconscient, mais il faut distinguer entre mémoire consciente et mémoire inconsciente. Nearly there, twilight falls. Marie Bonaparte, en 1947, qui commente les personnages féminins dans l'œuvre d'Edgar Allan Poe. Elle parle de Lady Madeline qu'on trouve donc dans cette nouvelle La chute de la maison Usher, qui semble être atteinte d'un mal terrible. Effectivement, donc le héros de la nouvelle arrive, on l'a entendu dans l'extrait lu, arrive devant cette maison. Il doit retrouver un compagnon d'enfance, de jeunesse, qui lui dit qu'il a besoin de lui. Il arrive devant cette maison qui est en train un petit peu de se déliter. Il sait que son compagnon va mal et il tombe effectivement sur son compagnon et sur sa sœur, Lady Madeline, qui sont extrêmement mal en point. Je vous laisse nous dire la suite, Marc Poré. Voilà, extrêmement mal en point, Oui, c'est très décadent. Oui, c'est peu de le dire, oui. C'est très décadent. La chute de la maison Usher est sans doute un condensé à peu près parfait de l'art poesque, de l'art de Edgar Allan Poe. Un condensé musical, un condensé thématique, un condensé psychique, tout s'y retrouve. C'est peut-être la nouvelle portée à sa perfection absolue. Oui, vous direz vraiment ça, c'est vraiment la nouvelle parfaite. Oui, parce que du point de vue de l'atmosphère, dès la première ligne, dès le premier paragraphe, c'est à peu près ce qu'on a entendu là, dans le court extrait. On est au paroxysme d'une sorte de condition gothique. Enfin, je veux dire, on est dans le gothique, on nage dans le gothique. Et la première chose qu'il faut dire, parce qu'il y a beaucoup à dire, c'est que le roman gothique anglais de la fin du XVIIIe siècle, que Poe revitalise d'une certaine façon en le revisitant, contient toujours un château, une demeure, bref, est toujours articulé sur une architecture. Et c'est exactement ce qu'on retrouve dans cette nouvelle. Il y a effectivement une maison qui est à la fois une demeure et puis une famille. C'est le double sens de la maison. C'est à la fois la lignée, la race. Usher est une fin de race. L'aristocratie va s'éteindre après lui. Ça, c'est une première chose. Et puis, il y a aussi cette demeure. Alors, sur un côté, sur une façade, il n'y a qu'une fenêtre. Et donc, on pense aussitôt à une maison borgne, quelque chose qui ne voit que par un œil. Et devant, au pied de cette demeure, il se trouve une pièce d'eau, un étang. Et le mot anglais que Poe utilise est tarn, T-A-R-N, qui est un mot rare. Il aimait beaucoup les mots rares. Et cet étang est effectivement un miroir. Et on va retrouver Lacan, on va retrouver le stade du miroir, parce que d'entrée de jeu, le narrateur pose son regard sur cet étang dans lequel se reflète la maison. Peut-être qu'il se voit lui-même. En tout cas, il ne le dit pas, mais ce qu'il voit, c'est la maison, cet œil. L'œil était dans la tombe et regardait qu'un. Il voit cet œil unique et il voit, c'est presque pas perceptible, il voit une petite lézarde, une petite fissure qui court le long du mur. Oh, 3 fois rien. Et puis on passe. Mais à la fin, on comprendra pourquoi tout est dans la boucle que décrit cette nouvelle, puisqu'à la fin des fins, allons d'emblée à la chute. Oui, et c'est véritablement la chute. C'est vraiment la chute. La maison s'engloutit, la fissure s'élargit. La maison s'écroule. Avec la maison prend fin l'existence de Roderick Usher, de sa sœur. Le narrateur, lui, il faut toujours quelqu'un. N'est-ce pas, comme un témoin. Comme chez Moby Dick, qui s'échappe, Ishmael s'échappe avant le naufrage. Il y a beaucoup d'éléments communs entre Melville et Poe. Poe est une sorte d'ancêtre de Melville. Et donc, le narrateur s'est échappé pour témoigner. Et on ne témoigne jamais que de la mort annoncée.
Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous m'interrogiez à la lumière du bel extrait de Marie Bonaparte sur le rôle, la place des femmes chez Poe. Alors effectivement, Marie Bonaparte fait bien de rappeler ce fait biographique. Il perd sa mère à l'âge de 2 ans. Son père le quitte la cellule familiale ou ce qu'il en reste très peu de temps après. Poe épouse à l'âge de 13 ans sa cousine qu'il avait connue à l'âge de 9 ans. Sa cousine, donc sa femme, meurt à l'âge de 24 ans. Son frère meurt à 24 ans. Bref, toutes les femmes qui entourent Poe, peu ou prou, meurent jeunes. À 24 ans ou presque. Effectivement, ça a quand même, ça pèse de son poids de prédétermination quand même, de voir toutes ces femmes périr. Mais Poe va plus loin. Et c'est là où la distinction entre conscient et inconscient qui était faite dans l'extrait trouve tout son sel. Parce que de manière très délibérée, de manière très construite, encore une fois, il n'y a rien de plus. Il faut cesser d'envisager Poe comme l'esprit malade, délabré par l'alcool et par l'opium. Il n'est pas certain qu'il ait pris de l'opium, il est certain, par contre, qu'il ait bu de l'alcool. Qu'il ait beaucoup bu, mais il n'avait pas l'esprit délabré. Tout au contraire. Et donc, très consciemment, il écrit ceci. La mort d'une belle femme est incontestablement le sujet le plus poétique au monde. En anglais, ça donne « The death of a beautiful woman is unquestionably the most poetic topic in the world ». C'est-à-dire qu'il en fait de la mort de la femme le sujet objectif, conscient, hyper conscient de toute sa production poétique. Et pourquoi ? Pourquoi ? Alors, je pense qu'il faut écarter la thèse du sadisme ou de la misogynie. Bien sûr, il y a de la misogynie. Je ne suis pas en train d'essayer de disculper Poe. Il se rend coupable de misogynie comme il est misogyne comme Baudelaire était misogyne, j'imagine, aisément. Mais au-delà de ça encore, et à cet égard, les féministes ne disent pas merci à Poe. C'est-à-dire qu'effectivement, ces nouvelles sont constellées de personnages féminins qui sont subclaquantes, qui sont au bord de mourir et qui meurent presque naturellement, sauf que c'est pas du naturel, c'est très culturel, c'est très construit et ça renforce, disons, la place marginale qui est faite à la femme, qui n'existe que pour mourir d'une belle mort. La mort est habitée par la femme et la femme habite la mort. Au passage, on note que effectivement, Poe n'enfourche pas le destrier, le cheval de la femme puissance de vie. Non, la femme est puissance de mort, mortelle, mortifère, qui porte la mort en elle, et la mort la rend encore plus belle. Alors effectivement, on peut trouver ça tout à fait déplacé, on peut trouver ça... En tout cas, on peut le questionner. Et ça se questionne. On peut se demander pourquoi affirmer ça. Ça se questionne sans problème. Sauf que je disais, les féministes ne lui disent pas merci, mais en même temps, elles lui disent merci parce que elles construisent à partir des énoncés tellement flagrants de Poe, elles construisent leur théorie sur le patriarcat, sur la culture patriarcale. Sur la manière dont a été construite justement l'idée d'une femme qui serait forcément un motif poétique et voilà. Où la mort serait forcément belle. Exactement. Mais d'ailleurs, Lady Madeline, pour être précis dans cette nouvelle, ne meurt pas. Bah, c'est tout on croit qu'elle est morte. Voilà. Son frère, Roderick Usher, l'enterre. Et au bout de quelques jours, le narrateur, déjà contaminé par l'ambiance extrêmement malsaine de l'endroit et aussi par la pathologie de son compagnon, dont on ne sait si la pathologie vient du milieu ou si c'est sa famille qui l'a transférée dans le milieu. En tout cas, le narrateur se sent perdre les sens, s'effondre. Il faut dire que sa chambre est juste au-dessus du caveau de Lady Madeline. Il va voir son ami, le frère donc Usher, et là, tout à coup, une présence arrive et c'est Lady Madeline qui en fait a été enterrée vivante. Et c'est elle qui va tuer de terreur son frère.
Bien sûr, c'est elle qui revient d'entre les morts. Vous avez raison de souligner ce point-là. C'est la femme qui revient d'entre les morts parce qu'elle n'était qu'endormie. Si vous voulez, un petit peu comme Juliette, dans Roméo et Juliette, elle avait pris une sorte de filtre. Non, là, c'était pas un filtre, mais elle était dans un état de catalepsie qui donne l'apparence de la mort, mais qui n'est pas la mort. Et elle revient effectivement avec une sorte d'énergie, de volonté surhumaine. Elle revient d'entre les morts. Et peut-être que là, on peut effectivement tenter de réconcilier, j'ai bien tenté de réconcilier Poe avec son image de misogynie, tout à fait détestable, mais je dirais que ce qui l'attire dans ce continent noir qu'est la femme, dans ce mystère absolu qu'est la femme, c'est qu'on ne peut jamais la contenir. Elle est ce qui n'est pas contenable, c'est-à-dire qu'on cherche à la mettre dans le caveau, on cherche à la mettre dans la crypte. Quelque part, cela m'évoque un petit peu mutatis mutandis, le Dracula de Bram Stoker, Lucie, le personnage de Lucie, qu'il faut absolument sacrifier pour que la quête héroïque ait lieu. Eh bien là, on cherche à sacrifier la femme, mais la femme revient comme l'ange du bizarre pour essayer d'arracher une sorte de vengeance. Et ça donne du poids, je veux dire, à Poe. Ça fait que il est lui-même confronté à ce qui, dans la femme, va résister, va faire mieux que résister, va lui échapper et relever du côté du bizarre ou de l'étrange. Oui, mais en tout cas, qui ne se résigne pas au destin qu'on assigne pour elle. Je veux dire, la femme assignée à résidence. Eh bien non, Madeleine est la preuve vivante que la femme ne se laissera pas assigner à résidence. Enfin, en tout cas, c'est elle qui va faire chuter la résidence. Marc Poré, il nous reste très peu de temps, donc on va écouter un dernier texte auquel vous teniez. C'est un extrait du Roi Peste, qui est une nouvelle peu connue d'Edgar Allan Poe et beaucoup plus drôle que La chute de la maison Usher. Devant chaque convive était placée une moitié de crâne dont ils se servaient en guise de coupe. Au-dessus de leur tête pendait un squelette humain au moyen d'une corde nouée autour d'une des jambes et fixée à un anneau du plafond. L'autre jambe, qui n'était pas retenue par un lien semblable, jaillissait du corps à angle droit, faisant danser et pirouetter toute la carcasse éparse et frémissante chaque fois qu'une bouffée de vent se frayait un passage dans la salle. Le crâne de l'affreuse chose contenait une certaine quantité de charbon enflammé qui jetait sur toute la scène une lueur vacillante mais vive. Et les bières et tout le matériel d'un entrepreneur de sépulture, empilés à une grande hauteur autour de la chambre et contre les fenêtres, empêchaient tout rayon de lumière de se glisser dans la rue. À la vue de cette extraordinaire assemblée et de son attirail encore plus extraordinaire, nos deux marins ne se conduisirent pas avec tout le décorum qu'on aurait eu le droit d'attendre d'eux. Legs, s'appuyant contre le mur auprès duquel il se trouvait, laissa tomber sa mâchoire inférieure encore plus bas que de coutume et déploya ses vastes yeux dans toute leur étendue. Pendant que Hugh Tarpaulin, se baissant au point de mettre son nez au niveau avec la table et posant ses mains sur ses genoux, éclata en un rire immodéré et intempestif, c'est-à-dire en un long, bruyant, étourdissant rugissement. Le Roi Peste, qui date de 1835. On vient d'en entendre un extrait interprété par Louise André. On l'entend. Il y a Legs et Hugh, deux matelots pauvres qui s'enfuient d'une taverne parce qu'ils n'ont pas payé leur bière. Ils ne peuvent pas se les payer. Et en courant, ils se retrouvent dans un quartier qui est fermé pour cause de peste. Ils dévalent des escaliers, se trouvent dans le souterrain de pompes funèbres. Je vois que vous acquiescez, Marc Poré. Vous êtes d'accord avec le récit de cette nouvelle. Et ils atterrissent donc dans ce souterrain où se tient une drôle de réunion. C'est l'extrait qu'on a entendu, avec mené par le Roi Peste. Donc là aussi, un peu comme l'ange du bizarre, on a un peu plus de mal à se le figurer, fait de briques et de brocs, de squelettes qui boivent dans des crânes. Voilà pour le récit du Roi Peste. Voilà, le Roi Peste Ier, qui est une caricature du président démocrate Andrew Jackson, qui aimait à se faire nommer Andrew Ier. Donc on voit tout de suite qu'il y a quelque chose de topique là, mais l'essentiel est ailleurs. L'essentiel est dans le rire face à ce qui fait peur. Et ce qui fait peur là, en l'occurrence, c'est l'épidémie.
Nous en sommes sortis et encore, nous autres, je veux dire, avec la Covid-19, nous en sommes à peine sortis. Poe nous y replonge. Il faut savoir qu'au XIXe siècle, il y avait encore, sur la façade est des États-Unis, il y avait encore le typhus, il y avait encore le choléra, il y avait encore des épisodes de peste. Donc, mais là, nous sommes replongés au XIVe siècle, sous le règne d'Édouard III, dans un Londres gangréné par la peste, où tout le monde se planque, tout le monde a peur, tout le monde est confiné, tout le monde est aux arrêts. Et ces deux marins débarquent donc dans l'univers privé du roi Peste, dont le projet tout à fait assumé est d'augmenter, d'étendre le royaume de la mort. La mort ne fauche pas assez, la mort ne tue pas assez. Il faut travailler à ce que la mort tue toujours plus. Donc c'est le but de cette conspiration. Ils sont 6 personnages. Il y a une archiduchesse qui s'appelle Anna Peste et on voit au passage le clin d'œil très amusé de Poe, qui était poète avant tout et qui donc n'oublie pas que la poésie anglaise, elle, comme la poésie grecque, fonctionne à base d'iambe, de trochet et d'anapeste. Donc l'anapeste, juste pour qu'on lise, que moi j'ai dû vérifier parce que je ne connaissais pas le mot, c'est un pied composé de 2 syllabes brèves suivies d'une longue. Voilà. Mais l'essentiel donc est que sous les traits de ce roi Peste Ier, l'un des 2 marins en goguette reconnaît un acteur, un mauvais acteur, qui, comme tous les intermittents du spectacle, doit trouver à s'embaucher lorsqu'il n'est pas et il ne trouve pas de travail. Et là, c'est la mort qui l'a recruté. Mais le marin, lui, n'est pas dupe. Ne jamais être dupe des apparences, il n'est pas dupe, il repère le capotin, le mauvais acteur, et donc du coup toute sa peur tombe d'elle-même. Et il part d'un espèce de rire, mais qui est un rire dans lequel on prend plaisir parce que c'est un rire irrévérencieux, iconoclaste, insolent, impertinent. Gras, un peu, aussi un rire gras. Un rire gras, oui, un rire gras, profondément teinté d'alcool, évidemment, qui se termine dans une barrique, encore une fois, de bière bien pleine, mais tout ça relève de ce que Bakhtin appelait l'humour carnavalesque, c'est-à-dire une fois l'an, vous savez, le jour du carnaval, les hiérarchies s'inversent, les puissants sont mis à nu, le roi est mis à nu, et ce sont les communs, ce sont les gens ordinaires qui détiennent le pouvoir. Et là, le pouvoir, c'est de balancer le roi Peste à la trappe la peste. Et c'est ce qu'on a envie de dire quand on lit ça, c'est ce qu'on a envie de lire. Si on pouvait une fois pour toutes lui claquer le bec, pan sur le bec à la peste. Et c'est ce que fait Poe. Et en cela, je pense qu'il relève d'une catégorie d'humour. On a beaucoup parlé d'humour noir à propos de Poe. Moi, j'aurais la volonté de lui associer un autre qualificatif chromatique, celui de noir-bleu ou bleu-noir. Et j'emprunte cette typologie à Dominique Noguez, romancier, spécialiste de l'humour, qui écrit L'arc-en-ciel des humours et qui propose de décliner tous les humours. L'humour jaune, l'humour noir, certes, mais l'humour bleu, c'est quoi? Ben voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui distingue cet humour bleu-noir du simple fantastique? Je ne sais quel excès, quelle jubilation à en rajouter dans le répulsif ou l'écœurant. Quel flirt avec le sacrilège ou le scandale, quelle fève perverse, discrètement glissée dans le feuilleté du texte, quel poil à gratter métaphysique, quel air de se foutre un peu du monde aussi, qui fait penser que l'auteur n'adhère pas totalement à sa vision et décidément n'est pas un enfant de cœur. Poe n'est pas un enfant de cœur. Merci beaucoup Marc Poré. On va s'arrêter sur cette magnifique citation. On voit bien qu'on peut non seulement rire et avoir peur avec Poe et même se rire des peurs qu'on a. Merci beaucoup Marc Poré. On mettra en ligne sur notre site les articles que vous avez consacrés à Edgar Allan Poe. Et d'ici là, auditrices, auditeurs, vous pouvez lire évidemment Edgar Allan Poe. On les trouve aux éditions Phébus. On les trouve aux éditions aussi Libretto.